Aujourd'hui, moi je suis détruite, je peux pas redevenir un homme et je serai jamais une femme. L'avenir c'est quoi pour un être humain? C'est créer une famille, je peux plus, je suis devenue stérile. C'est avoir une compagne ou un compagnon, je peux pas, parce que j'ai plus aucune libido, plus aucune envie sexuelle. Je suis diagnostiquée depuis ma vaginoplastie de borderline, de dépression chronique, d'anxiété sociale et de troubles de l'identité. Au bout d'un moment, c'est trop. L'humain ne peut pas encaisser indéfiniment, en fait. Carly, vous êtes né homme et lorsque vous aviez 17 ans, vous avez entamé un parcours de transition sexuelle pour devenir une femme. Aujourd'hui, vous avez 30 ans et regrettez les nombreuses opérations que vous avez subies et qui vous ont mené à plusieurs tentatives de suicide. Comment avez-vous découvert cette transidentité? J'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas d'amour, où il n'y avait pas de conversation, où il n'y avait pas de soutien, même entre eux. Donc une famille très dysfonctionnelle. Toute mon enfance a été catastrophique. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de traumas qui viennent de là. Mon homosexualité au début, je l'ai annoncée très tôt. Je l'ai annoncée vers mes 12-13 ans. Donc je le savais très tôt. Je le vivais mal. J'étais très gênée. J'avais honte. J'ai commencé à me poser des questions sur le genre quand j'ai su que ça existait, parce que moi j'ai grandi à la campagne, j'avais pas internet, on a eu l'internet très tardivement, les ordinateurs et tout très tardivement. C'était Kris Jenner, je crois, qui m'avait informé de ça via internet. Je me suis dit mais jamais j'aurais les moyens de faire ça, donc tant pis. Et par la suite j'ai appris que c'était possible et que c'était pris en charge en France. J'avais un petit copain. Et mon petit copain m'a dit que j'étais très féminin, que je parlais de moi au féminin souvent et que je lui avais dit une phrase qui l'avait marqué. Alors j'étais jeune et c'était mon tout premier copain. Et en gros, lors de notre premier rendez-vous, je lui avais dit moi du coup je suis la fille, bêtement. Et un jour il m'a dit viens, on va regarder un reportage. J'ai vu un reportage et je pense que ça pourrait te parler. Et en fait c'est comme ça que ça a commencé. C'était une évidence pour moi. C'était comme une révélation en fait. Il y en avait quand même pas mal, même à l'époque. Donc j'ai regardé pas mal même des films, j'ai regardé des influenceuses, j'ai regardé des reportages et tout. Et en gros, dans les reportages, ils expliquaient comment faire en fait le processus. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur YouTube et j'ai su qu'en gros il fallait aller au planning familial. Donc je suis allée au planning familial et c'est là-bas qu'ils m'ont dirigé vers un endocrinologue. C'est la personne qui s'occupe un peu des hormones, etc., quoi. Il m'explique comment ça se passe les débuts d'une transition. Il me pose quelques questions et il me dit qu'effectivement, d'après lui, je souffre de dysphorie de genre et de transidentité. Et il m'a dit que pour commencer le processus, à l'époque, il y avait 2 ans d'obligation de suivi de psychologue. Donc il me dit de prendre rendez-vous avec un médecin dans ma région. Quand j'en trouve un, malheureusement je suis tombée sur un psychologue qui n'y connaissait rien. C'était pas un médecin qui était formé, il n'y connaissait rien du tout. On parlait de la pluie et du beau temps et de ce que j'avais fait le week-end dernier. Donc il n'a pas essayé de creuser plus que ça, en surface en fait. Et il n'a même pas essayé de chercher mes traumas que j'avais pu avoir dans l'enfance ou ce genre de trucs. Et il me donne son accord pour l'endocrinologue. Donc le suivi psychologique a commencé à 17 ans et s'est fini à 19 ans. J'ai directement arrêté puisque c'était plus obligatoire et que je trouvais que ça servait à rien. Ce psychiatre me prescrit des antidépresseurs à l'époque. Je vivais plus avec mes parents à ce moment-là. J'étais en ménage avec mon premier copain. Et honnêtement, je leur ai annoncé, mais il n'y a pas eu de retour spécial en fait. Ok. Genre ma mère m'a dit, je m'en doutais. En France, la CAF estime que 20 000 à 60 000 personnes se considèrent comme transgenres. Entre 2011 et 2020, le nombre de patients qui ont subi un traitement hormonal et des interventions chirurgicales a triplé. 70% d'entre eux seraient âgés de 18 à 35 ans. L'assurance maladie, qui prend en charge financièrement les soins liés à la transidentité depuis 2010, recense quant à elle un peu moins de 9 000 individus pris en charge pour transidentité en 2020. Avez-vous rencontré beaucoup d'obstacles lors de votre parcours de transition? Dès que j'ai l'accord, je commence le traitement. J'étais un homme, donc l'hormone en moi c'était la testostérone et ils ont commencé par de l'androcure. C'est un médicament qui bloque la testostérone et qu'on donne aux pédophiles et aux violeurs pour castrer chimiquement en fait la personne. Donc j'ai eu des doses de cheval pendant 2 ans, pendant un an. Pendant un an j'ai eu des doses de cheval, mais que de ça. Donc j'avais plus de testostérone et j'avais pas d'œstrogène. Donc mon corps a pété les plombs, ma dépression a triplé et j'étais
À vide, ouais. J'avais plus aucune hormone vitale. Le but, c'est quoi? C'est que de remplacer la testostérone par l'oestrogène et d'avoir les effets féminisants de l'oestrogène. Ça va surtout lisser ta peau, ça va te faire développer de la poitrine, peut-être même des hanches. Ça dépend en fait. Chaque personne réagit différemment, mais ça fait ce genre de choses en fait. Je commence à avoir un peu mal à la poitrine, ça pousse et ma peau a changé également, moins de boutons, ce genre de choses. La testostérone est produite par les testicules de l'homme et en fait, si tu ne te fais pas opérer d'en bas, tu resteras sous bloqueur de testostérone toute ta vie. Je continue ce parcours d'hormones et au bout d'un moment, l'endocrinologue me dit qu'il a un confrère à lui dans le même hôpital pour m'opérer de la poitrine. C'est la suite logique en fait. Il y a un parcours. Je dis oui parce que les hormones, moi, ne m'ont pas donné assez. En tout cas, j'estimais que c'était pas assez. Et du coup, j'accepte la première opération. J'avais hâte, j'étais très heureuse. Clairement, c'était un idéal. J'avançais dans mon objectif de vie. Ce chirurgien prend contact avec moi et m'explique que du coup, lui, il est chirurgien reconstructeur pour les cancers des seins. Donc, que je ne vais pas avoir une opération mammaire classique. Il va m'opérer une première fois pour ouvrir et placer une prothèse vide à l'arrière du pectoral pour ensuite la gonfler toutes les semaines jusqu'à la taille souhaitée. Et ensuite, il y avait la deuxième opération où il réouvrait pour enlever la prothèse gonflable pour en mettre une réelle. Toutes les semaines, il y avait une très très grosse et très longue seringue. En fait, il piquait au niveau du téton et il passait le pectoral pour atteindre la prothèse. Donc il y avait un craquement et tout. Et ils injectaient un liquide. C'était pas si douloureux que ça, c'était surtout très dérangeant, malaisant. Au début, j'avais surtout l'impression d'avoir des cicatrices en plus, en fait, puisqu'il n'y avait pas le résultat final directement. Et surtout que mon premier copain décide de me quitter à ce moment-là. Parce que, il faut dire ce qui est, il était homosexuel. Il m'a soutenu, il m'a guidé, mais au bout d'un moment, je peux comprendre qu'il était plus attiré, quoi. Puis moi, j'étais plus un homme, mais j'étais pas une femme non plus. Mais dans ma tête, je pensais que j'allais devenir une femme. Du coup, je retourne vivre chez ma mère à ce moment-là, dans une famille virulente, et je continue ma transition quand même. Au bout de quelques mois, je me fais réopérer la deuxième fois avec les prothèses définitives. Il n'y a plus de suivi psychologique. Quand tu as fait les 2 ans, tu as fini, t'es plus obligé. Du coup, le traitement continue pendant plusieurs années et avec ma famille, ça se passe de plus en plus mal. Il y avait beaucoup de menaces, d'insultes, vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment très toxique. Donc du coup, je prends contact avec le refuge, l'association Le Refuge. Et il m'explique que du coup, je peux être accueillie chez eux. Donc j'accepte et je précise que je souhaiterais aller sur Lyon, précisément, parce que y avait les meilleurs chirurgiens et l'équipe officielle pour les trans en France. Les années passent, les hormones continuent et je passe à la chirurgie suivante, qui est la féminisation faciale. Le chirurgien va féminiser ton visage avec plusieurs opérations. Les 2 obligatoires sont surtout l'augmentation mammaire et la vaginoplastie. Mais il y en a plein d'autres. La pomme d'Adam, la féminisation faciale, le BBL, pour avoir plus de fesses et de hanches, le BBL. Beaucoup de personnes trans font ces opérations, mais pas toutes. J'arrive dans la salle d'attente du chirurgien. Je me rends compte que effectivement, c'est un chirurgien spécialisé chez les trans, parce que dans la file d'attente, il y avait vraiment beaucoup de femmes trans dans la salle d'attente, déformées par les chirurgies, certaines, pas toutes, mais certaines, vraiment des chirurgies à outrance en fait. Et je commence à avoir peur, mais je me dis que bon, je vais faire le rendez-vous quand même. J'arrive dans la salle, dans le bureau du chirurgien et du coup je lui explique que moi je veux féminiser mon visage, mais je veux que ce soit très naturel. Moi je veux être Madame Tout le Monde. Je veux pas être déformée ou des trucs comme ça. Et il me dit il y a pas de problème et je vais même rajouter une couche en disant je veux pas être comme les autres dans la salle d'attente en fait. Et il me dit il y a pas de problème. C'est vrai que beaucoup de femmes trans
veulent des gros changements, mais il n'y a pas de problème si tu veux quelque chose de naturel. Donc je lui dis que moi j'aimerais ça, ça et ça, et lui forcément rajoute ça, ça et ça. Donc je finis avec le double d'opération prévu. Moi là-bas je voulais faire mon nez et les pommettes, quelque chose de très soft, et finalement j'ai fait beaucoup plus. On a fait ici, on a arrondi cet endroit, on a fait le menton un peu plus en avant, on a fait les pommettes, on a fait le nez, on a fait les arcades sourcilières et on a fait les cernes. Sauf que du coup, dans toutes ces opérations, il y a eu des ratés. Ça, on n'en parle pas assez, mais il y a souvent des chirurgies esthétiques qui ratent. Par exemple, mes cernes, j'en avais moins à la base. Et l'opération a augmenté mes cernes. Il y a eu également les arcades sourcilières et le lifting. D'ailleurs, j'ai oublié, il y avait un lifting aussi pour remonter ça. Et du coup, maintenant, j'ai une cicatrice de là qui passe dans mes cheveux et qui va là, d'où les tatouages. Et ça n'a servi à rien non plus parce que mon lifting est retombé au bout de quelques mois en fait. Donc tu vois ton visage qui change, mais par contre, il faut l'accepter. Parce que ton visage, c'est plus le même. Et ton visage, c'est ton identité. Franchement, pour une féminisation faciale, pour moi, il n'y a pas en dessous de 20 000 €. C'est au minimum 20 000 €, tout ce que j'ai fait. Ça coûte cher, l'hospitalisation, les nuits d'hôpital, etc. Tout est quasiment pris en charge. Et il m'a dit, ça, c'est pris en charge avec l'ALD, et ça, c'est à ta charge. À l'époque, ça m'arrange. Donc j'accepte, je ne vais pas dire non. Moi, en tout, j'avais payé 8 000 €. Le nez, les cernes et le BBL. Et d'ailleurs, il ne l'a pas déclaré, puisque j'ai dû lui payer en espèces. Et on ne peut pas payer 8 000 € d'un coup. C'est interdit. C'est interdit, surtout pour un chirurgien, de recevoir 8 000 € en espèces. La dernière étape est donc la vaginoplastie, soit le remplacement de votre organe génital masculin par un néo-vagin. Comment s'est passée l'opération ? Pour moi, c'était pas envisageable de ne pas la faire, en fait, puisque je voulais devenir une femme. Et pour moi, tu ne deviens pas une femme si tu gardes ton appareil masculin. Donc, je me renseigne pour passer à la vaginoplastie. Le chirurgien m'avait dit, pour me vendre et me rassurer, que les gynécologues n'y voient pas en fait, de différence. Et il m'avait dit également qu'il avait des patientes mariées avec des hommes hétéros et que les hommes hétéros n'étaient pas au courant. Donc, on m'annonce que maintenant, il y a 5 ans d'attente et qu'avant d'entamer ces 5 ans d'attente, il faut être inscrit sur la liste d'attente. Mais pour cela, il faut avoir fait tous les rendez-vous de l'équipe. Donc, je commence tous les rendez-vous. Donc, je vois le chirurgien pour la vaginoplastie, je revois des psychologues 2 fois, des psychiatres 2 fois, un endocrinologue 2 fois, pour avoir en fait, pour passer en commission dans cette équipe, pour être validé ou non, pour avoir la vaginoplastie. Ils parlent de moi avec les psychologues, les psychiatres, les endocs, etc. Et donc c'est validé. Là c'est le papier qui dit que tous ces médecins m'acceptent dans l'équipe officielle du Grétis pour une transition qui me diagnostique d'un transsexualisme. L'évolution psychiatrique a mis en évidence l'existence d'un transsexualisme ancien avec le ressenti depuis le plus jeune âge. C'est la plus grosse première équipe médicale en France qui s'appelle le Grétis. À l'époque, il n'y avait qu'elle. Maintenant, il y en a dans toutes les grandes villes de France. Ils font que ça. C'est une industrie. Moi, je peux le dire avec le recul. Du coup, on est en plein milieu Covid et je décide d'appeler la secrétaire du chirurgien pour savoir le délai d'attente qui me reste. Parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va se faire opérer. Et elle me dit qu'il me reste encore 1 an et demi d'attente. Et elle me demande si je suis mobile et si je peux être rapidement disponible au cas où. Je dis que oui, j'habite dans la même ville du chirurgien. Donc elle me dit, vous pouvez venir cet après-midi ? Du coup, je viens l'après-midi même, alors qu'il me reste 1 an et demi d'attente. Et elle me dit, vous pouvez vous faire opérer dans 15 jours. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est OK pour vous? Parce qu'en fait, le chirurgien m'a demandé de caler en urgence des vaginoplasties entre 2 réquisitions d'hôpital du Covid. Et du coup, moi, je saute sur l'occasion. On me fait gagner 1 an et demi d'attente. Donc, je signe les papiers et elle me demande de mettre une fausse date sur les papiers parce qu'il y a le délai de réflexion en France de 2 mois. Et elle me calcule une date et elle me dit de mettre une fausse date.
Donc moi je le fais. On me dit tu gagnes 1 an et demi, go. De toute façon tu es sûr de toi. Moi j'étais certaine de moi. On est dans le public. Techniquement j'ai signé, j'ai donné une date qui est bonne. Donc il n'y a aucune preuve, à part moi et la secrétaire dans le bureau. Une vaginoplastie, me semble, c'est entre 4 et 8 heures. Il me prévient que j'aurai pas d'utérus, j'aurai pas mes règles et je pourrais pas avoir d'enfant, que je serai stérile. Mais il me dit que, comme plein d'autres femmes biologiques en fait, il y a plein d'autres femmes biologiques qui peuvent pas avoir d'enfants, qui n'ont pas leurs règles, etc. Donc moi j'accepte et let's go. Lui te dit qu'il va te créer un néo-vagin. C'est en gros une copie d'un vagin qui est créé à la base de ton pénis. Avec ton pénis, en fait, il le découpe, il prend des morceaux, il reconstruit un vagin, un néo-vagin avec ton pénis. C'est un trou qui est à l'intérieur de toi, une plaie béante. Il a voulu m'expliquer comment, j'ai dit non, parce que ça me dégoûtait. J'ai eu des amis qui m'ont envoyé des vidéos YouTube où on voit l'opération en elle-même, carrément. J'ai pas regardé. J'ai préféré pas voir, pas savoir. Mais du coup, ça s'est plutôt bien passé le réveil. Je me souviens, j'ai dit une blague aux infirmières, elles ont éclaté de rire. Je les ai regardées, j'ai dit moi aussi j'ai un vagin, les filles. Mais j'étais contente, j'étais shootée aussi. Par contre, le vrai réveil dans ma chambre, là j'ai eu beaucoup de douleur. Ça a été très douloureux pendant une semaine. Parce que pendant une semaine, tu as un conformateur à l'intérieur. C'est ni plus ni moins qu'un préservatif rempli de compresses, mais de manière à ce qu'il soit très dur. Et en fait, c'est pour tenir les parois pendant une semaine, en fait, le temps que les bases se soudent, en fait. C'est très douloureux parce que dès qu'il me l'enlève, les 3/4 de mes douleurs s'en vont avec. Quelques heures après mon opération, tout change. Je suis passée de très heureuse à je regrette, je pleure, je déprime et je me dis que si ça ne change pas, je me suicide quand je rentre chez moi. J'appelle les infirmières en pleurs pour leur dire que je regrette et que en fait, je fais une mini crise de panique. Hein. Et les infirmières me disent que ça va aller. Et il y en a une d'entre elles qui me dit une phrase qui sera marquée jusqu'au fond de ma vie. Elle me dit comme quoi que beaucoup de personnes trans disent qu'elles regrettent quand elles se réveillent l'opération. Et là, c'est comme si je me prenais un mur, en fait. Et du coup, je tombe dans un silence. Je me renferme et je réfléchis, je pense. Et je comprends que je regrette et que c'est allé trop loin. Et que je peux plus faire marche arrière. Après la vaginoplastie, je rentre chez moi et il me dit on se revoit dans 1 mois. Donc pendant un mois, je dois faire les dilatations. C'est quelque chose que tu vas faire toute ta vie pour maintenir cette plaie ouverte en fait. C'est pour l'empêcher de se refermer. C'est un dilatateur, mais en gros c'est comme un sextoy, mais en plastique, très dur et très froid, de plusieurs tailles, que tu dois t'insérer. Tu l'insères au plus profond possible et tu le maintiens pendant, au début, c'était 4 heures par jour. Séparé. Donc 1 heure le matin, 1 heure le midi, 1 heure l'après-midi, 1 heure le soir. Tu vis, tu respires et tu manges. Dilatation et vaginoplastie. Du coup, moi, je le vis très mal. Surtout que je regrette. J'arrête. Au bout d'1 mois et demi, j'arrête les dilatations. De toute façon, depuis l'opération, ma libido est à moins 100. Elle est plus à 0, elle est à moins 100 en fait. Et je me dis, de toute façon, ça me dégoûte. J'aurai plus de rapports sexuels. Donc, quoi ça sert de faire des dilatations? Donc, 1 mois après, je vois le chirurgien et je lui dis que j'ai arrêté les dilatations, que je regrette, qu'il y a des odeurs, qu'il y a des écoulements. Et lui, il me dit que il n'y a pas d'odeur. Il me dit que ça sent pas. Excusez-moi, hein, mais ça sent très fort, très très fort. Il me dit que je cicatrise bien et par rapport aux dilatations, il me dit il faut continuer. Il essaie de m'encourager. Donc on se revoit 2 mois après, donc à 3 mois post-op. Et il me dit que j'ai très bien cicatrisé, que effectivement j'ai perdu en profondeur puisque je fais pas mes dilatations et en largeur, mais que ça reste raisonnable. C'est pire en pire, je m'en fous que ça se referme ou pas en fait. Il me dit bonne continuation. Si vous avez un problème, venez me voir moi, n'allez pas voir un gynécologue.
parce qu'il y connaîtra. Il va pas connaître en fait aucun suivi psychologique, aucun suivi avec un sexologue. Je connais pas le suivi actuel, mais du peu que je connais, c'est beaucoup moins encadré, parce que déjà il n'y a plus les 2 ans de suivi obligatoire pour commencer une transition. Donc peut-être que c'est un peu plus encadré sur d'autres points, mais sur la base, pour commencer une transition, ce qui est essentiel, il n'y a plus. Et je rajouterais également que maintenant c'est devenu tellement simple de commencer une transition que mon voisin Pierre-Henri, qui veut commencer une transition, je lui donne un numéro d'un médecin trans-friendly qu'on se donne entre nous sur les réseaux, mais il a des hormones le jour même. Depuis cette vaginoplastie, je survis. J'ai plus aucune libido, j'ai plus aucun rapport sexuel, je suis asexuel, j'ai plus aucune envie. J'ai des écoulements permanents. J'ai ma sœur qui m'avait dit que c'était similaire à ses fins de règles. Sauf que moi, c'est mes fins de règles, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Donc aujourd'hui, je dois rincer le matin, je dois rincer le soir à l'intérieur, et je dois porter des protèges slip en permanence, alors que j'ai eu une opération réussie. Et il y a des personnes trans qui n'ont pas des opérations aussi bien réussies que moi, oui. Avez-vous senti que la transition avait permis de soulager vos troubles? J'ai commencé un suivi psychiatrique et des traitements psychiatriques. Et depuis, je suis suivi psychiatriquement et je suis sous médicaments en permanence. Je suis diagnostiquée depuis ma vaginoplastie de borderline, de dépression chronique, d'anxiété sociale et de troubles de l'identité. C'est possible que ce soit la transition, de toute façon la dépression chronique c'est certain. Alors oui, j'étais en dépression avant, mais ça l'a aggravé. Et le borderline, c'est plutôt par rapport à mon enfance en fait. Il devrait y avoir encore, à l'heure aujourd'hui, 2 ans de suivi psychiatrique obligatoire et psychologique. Et pendant ces 2 ans, on ne doit pas dire oui amen à tout ce que les trans demandent en fait. On doit creuser pour savoir les traumas, pour savoir le pourquoi du comment, pour savoir s'il n'y a pas d'autres causes en fait. C'est pas un secret, il y a beaucoup de problèmes psychiatriques chez les personnes trans. Ça a été prouvé, il y a beaucoup d'autisme, il y a beaucoup de problèmes il y a des problèmes. C'est pas le cas de toutes les personnes trans, mais c'est majeur. La proportion de personnes présentant des troubles psychiatriques est 6 fois plus élevée chez les personnes transgenres que dans le reste de la population. Quelles ont été les conséquences de ce parcours sur votre état psychologique? J'ai été plusieurs années sans hormones. Suite à ma vaginoplastie, je me suis dit, j'arrête, ça me saoule, j'ai même plus envie de prendre les hormones, ça me dégoûte. Donc du coup, j'ai été plusieurs années sans rien. C'est pas ouf pour le corps, comme on a dit tout à l'heure, un corps sans testostérone ni oestrogène, ça va pas. Du coup, aujourd'hui, j'ai de l'ostéoporose. Et d'autres femmes trans qui, elles, ont continué leur traitement, ont de l'ostéoporose aussi. Donc ça, c'est une des conséquences qu'aujourd'hui on sait, mais qu'à l'époque, on m'a pas prévenu qu'il y avait des risques également pour les personnes qui prennent des hormones à partir de 50 ans. Il y a des risques au cœur. Enfin, je veux dire, moi, on m'a jamais parlé de ça. On m'a jamais parlé également des écoulements vaginaux, de la possibilité de perdre toute ma vie sexuelle, amoureuse du coup aussi, parce que c'est lié, c'est humain. Donc aujourd'hui, moi je suis détruite. J'ai demandé à 5 psychiatres différents de m'accompagner pour une démarche de suicide assisté en Belgique. Ils m'ont dit non. Parce que moi du coup, je sais que je vais pas rester longtemps, même si j'ai l'air drôle et je souris. À vivre, c'est pas super facile au quotidien. Oh, je vais pas y arriver. On peut faire une pause si tu veux. Je suis sous allocation adulte handicapé, puisque maintenant, pour avoir une vie normale, c'est bonjour. Alors déjà, j'ai tous mes troubles psychologiques. Mais en plus de ça, aujourd'hui, dès que je suis dans la rue, je me pose des questions. Enfin, le regard des gens, le jugement des gens, est-ce qu'ils ont vu que je suis trans, puis du coup, quand ils voient que tu es trans, ils te posent des questions. Tu dois être heureuse aujourd'hui, ta transition, t'es épanouie. Non. Donc, je veux dire, socialement, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je veux dire, je peux pas, en fait. J'ai un dégoût envers moi, mais j'ai un dégoût envers la société aussi. Donc, aujourd'hui, je suis toute seule, en fait. Et même les médecins me l'ont dit. Les psychiatres, ils m'ont dit, écoutez, on peut rien faire pour vous. On peut rien faire pour vous.
Après ma tentative de suicide, il y a 1 an, j'ai fait 15 jours de coma. Et ils ont dit à ma famille que j'allais pas revenir, en fait. Parce que j'avais pris tellement de médicaments que c'était pas possible. Ou alors, si je revenais, je serais un légume. L'avenir, c'est quoi pour un être humain? C'est créer une famille. Je peux plus. Je suis devenue stérile. C'est avoir une compagne ou un compagnon. Je peux pas. Ou très difficilement. Parce que j'ai plus aucune libido, plus aucune envie sexuelle. Et le sexe, c'est humain. Et puis même si ça revient, vous voulez que je fasse quoi? Je me vois pas être heureuse, entre guillemets. C'est difficile en tout cas. Je peux pas redevenir un homme et je serai jamais une femme. Donc, quand t'as même plus tes propres bases, identitairement, t'es détruite. Un homme avec des cicatrices de tout, partout, parce que du coup j'aurais des balafres. Moi j'ai des balafres en bas, j'ai des balafres sur le torse, sur le visage, et mon cerveau a des balafres absolument partout. C'est trop, au bout d'un moment c'est trop. L'humain ne peut pas encaisser indéfiniment en fait. C'est pour ça que le taux de suicide des personnes trans ne fait que d'augmenter. On dit que les détransitions ce serait 1%. J'y crois pas du tout. Les personnes qui se suicident, on leur demande pas pourquoi ils sont partis en fait. Moi on m'a pas demandé il y a 1 an quand j'ai frôlé la mort. Il n'y a pas de statistiques, enfin je veux dire. Et j'ai recommencé quelques mois après d'ailleurs. Une 2e tentative de suicide avec 2 fois plus de médicaments et cette fois j'ai rien eu. J'ai pas eu de coma, rien du tout. Les cas de détransitionneurs, ceux qui ont changé de genre et le regrettent, voire tentent le parcours inverse, ont augmenté ces dernières années malgré l'immense tabou qui entoure encore ce mal-être et rend difficile son expression. Ces personnes vous ont-elles partagé leurs témoignages? Pourquoi la communauté transsexuelle est-elle si mal à l'aise avec cette problématique? La communauté LGBT, c'est une grande bulle, mais dans cette communauté, il y a plein de petites communautés. Les lesbiennes, les gays, les bi, les trans, etc. Et du coup, non, c'est plutôt séparé. Hein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de transphobie et de LGBT-phobie au sein même de cette communauté. Hein. Moi, je fais partie de cette communauté et je prends la parole pour dire que je regrette. J'ai le droit de regretter. C'est humain. Je me fais lyncher dans tous les sens. Par des gays, par des trans. J'ai essayé d'en faire partie. J'ai rejoint une association trans en tant que bénévole pour aider et informer les personnes trans qui débutent. Je me suis fait lyncher rien que pour ça aussi, parce qu'en fait, il y a tellement de jalousie entre les femmes trans, entre elles. T'es plus belle, t'as une meilleure chirurgie, t'as un meilleur passing, etc. que j'étais là pour aider les nouvelles qui commencent leur transition, mais elles m'en mettaient plein la gueule. Parce que moi j'avais une transition quasiment finie, j'avais un beau passing, je faisais féminine, j'avais eu des belles chirurgies réalisées et certaines ressemblaient à Pierre-Henry et du coup je me prenais de la haine. Il promeut la transidentité mais que d'une manière positive, à part qu'elles subissent du harcèlement et de la transphobie. Mais elle ne parle pas des inconvénients et des dangers de regretter, les inconvénients de la vaginoplastie, les inconvénients de tout en fait. Et elles embellissent tout en fait. Et c'est ça qui me pose problème. Encore il y a 2 jours, j'ai vu une femme trans en live sur TikTok en disant qu'elle avait un vrai vagin et que son vrai vagin avait les mêmes sensations qu'une vraie femme biologique. Non, pas du tout. Pas du tout. Les sensations sont quasiment similaires à ce que tu avais avant. C'est le même truc. Puis les gens qui pensent savoir le sujet mais qui n'y connaissent rien du tout, combien de fois on m'a dit « mais tu peux ravoir ton organe génital de base ». Même des trans qui disent ça. Vous vous rendez compte? Il y a des trans sur les réseaux sociaux qui te disent après une vaginoplastie, si t'as pas, tu peux reprendre ton truc d'avant. Mais ils se rendent compte de l'influence de leurs propos. Il y a des gens qui peuvent être bêtes, il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes psychiatriques, des problèmes de développement mental du cerveau, etc., qui vont avaler ces propos et qui vont minimiser leur transition. En mode, si ça me plaît pas, finalement, je peux faire marche arrière. Mais non. Depuis que j'ai pris la parole, notamment sur TikTok et Instagram, j'ai fait une sorte de buzz sur les réseaux et la communauté trans n'est pas d'accord sur le fait que je partage mon expérience, mes regrets, puisque d'après elle, ça les discrédibilise et du coup je me prends beaucoup de harcèlement et de haine. J'ai quelques amis qui me soutiennent
pour tenir. Et puis j'ai beaucoup d'abonnés sur les réseaux qui m'envoient beaucoup de soutien, beaucoup de courage. J'ai eu des personnes qui regrettent leur transition, j'ai eu des personnes qui regrettent leur chirurgie. Elles n'ont pas le courage et le dos pour encaisser la prise de parole en public. J'ai eu des menaces de mort. Les gens qui me suivent sur les réseaux, mes abonnés, mes modérateurs, sont eux aussi harcelés. On m'a déjà reconnu dans la rue. Et surtout qu'avec des cheveux bleus, c'est pas très discret. Donc maintenant, dès que je sors de chez moi, j'ai un bonnet ou une casquette. Je suis cloîtrée chez moi, hein. Je sors très peu, hein. À part pour faire les courses. Je suis transphobe, je suis complotiste, je suis d'extrême droite. Donc je m'en fous, moi je dis ma vérité, je dis ce que j'ai vécu, je dis mon histoire. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent avec ça. Avez-vous déjà pensé à porter plainte contre ces médecins? J'y ai pensé. Beaucoup de gens qui me soutiennent sur les réseaux me le demandent en fait. Mais je sais pas, j'ose pas. Puis il y a une partie de moi, c'est ma faute, on est d'accord, c'est ma faute. Mais c'est pas entièrement ma faute. Mais je me dis qu'en France, les médecins sont trop protégés et que du coup, je sais pas si ça sert à quelque chose. Par contre, j'ai eu le chirurgien de ma vaginoplastie pour lui dire que je regrettais. Sa seule réponse a été si vous voulez, on peut en faire une deuxième. On peut en faire une deuxième pour l'améliorer, la rendre plus belle et plus fonctionnelle. Parce qu'il faut savoir que les vaginoplasties, en général, t'en fais pas qu'une. Pour avoir un aspect physique fini et joli, il en faut 2 ou 3, des vaginoplasties, pour que la vulve soit très belle. Mais il y a également de l'entretien. C'est interminable. En fait, tu deviens littéralement une pompe à fric. Tu deviens complètement dépendante du lobby pharmaceutique, mais également des chirurgiens. Parce que toute ta vie, tu vas devoir prendre leur traitement et toute ta vie, tu vas devoir refaire des chirurgies. C'est pareil pour la poitrine, tu dois les changer. Hein. Aujourd'hui, je ne peux pas redevenir un homme parce qu'en fait, le chirurgien m'a également proposé de faire une phalloplastie, ce que les femmes qui deviennent des hommes trans subissent. Mais c'est encore pire que la vaginoplastie, les résultats. C'est absolument pas similaire à un organe naturel. Donc moi, je me suis dit, je vais laisser mon corps en paix. Au niveau des chirurgies, il a déjà assez encaissé. Donc du coup, j'ai décidé d'accepter ma situation telle qu'elle est là, en tant que femme trans qui regrette. Aujourd'hui, je témoigne parce que mon objectif, c'est que les choses changent, en fait, que les suivis psychologiques et psychiatriques soient rétablis pour empêcher certaines personnes de regretter. Et comme ça, si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, moi j'ai tout gagné. Mon histoire peut aider plein de gens. Il n'y a personne qui prend la parole à ce sujet. Elles sont beaucoup muettes, en fait, ces personnes. Elles peuvent pas ou elles veulent pas prendre le risque de parler, en fait. C'est ce qui m'anime, mais j'ai l'impression que ça va durer que quelques temps et qu'on essaie déjà de me faire taire, en fait. J'aimerais bien faire des conférences pour que les psychologues, mais jamais, même mes psychologues et mes psychiatres, jamais ils m'ont dit c'est intéressant, viens expliquer à nos confrères, comme ça on se forme. Rien. Ça intéresse pas. Comment vous définissez-vous aujourd'hui? Honnêtement, même moi je sais pas, en fait, parce que je suis plus l'un, je suis pas l'autre non plus. Je pourrais jamais être une femme. Et je peux plus vraiment être un homme. En tout cas, j'ai plus tout ce qui fait d'un homme un homme. Donc honnêtement, aujourd'hui, je sais pas.